Alors, bonjour à tous. Oui, c'est moi à qui on a demandé de mettre la table en vous donnant les résultats d'une recherche que j'ai réalisée sur les rapports des néo-ruraux avec les décideurs locaux. Alors, je vous rassure, en cette dernière journée de conférence, je ne vous bombarderai pas de résultats, je vais plutôt me concentrer sur quelques grandes tendances. Et d'ailleurs, on peut se poser la question, quel portrait, c'est le titre de mon propos, quel portrait a-t-on quand on pense aux néo-ruraux dans leur rapport avec les autres et surtout spécifiquement ici dans leur rapport avec les décideurs locaux. Et pour répondre à cette question, je vais partir d'une anecdote qui m'est arrivée en France. J'avais été invitée à un colloque sur la cohabitation des néo-ruraux avec les autres ruraux. Et dans ce colloque, on avait énormément insisté sur les conflits, uniquement sur les conflits. D'ailleurs, je vais vous montrer deux caricatures qui avaient été présentées dans ce colloque et qui traduisent très bien l'état d'esprit de l'époque. Alors, la première caricature que vous voyez, c'est un néo-rural qui est en chicane avec un agriculteur et vice-versa, l'agriculteur qui lui aussi chicane le néo-rural. Et la deuxième caricature présente le néo-rural qui veut s'isoler, qui est dans son château fort avec le pont-Lévis, sa douve et qui est en train de construire son rempart. Alors, ce portrait me paraissait, comme le titre le dit, partiel et très stéréotypé, parce que c'était pas ça que je voyais dans la MRC où j'habitais, et j'étais très insatisfaite de ce portrait. Alors, j'ai décidé de scruter davantage cet aspect dans ma recherche, que je vais vous dire très, très brièvement. J'ai fait cette recherche-là dans deux MRC, contrasté parce que ce n'est pas le même type de clientèle de néo-ruraux qui arrive, de population, devrais-je dire. La MRC de Brome-Missisquoi, où je vivais, où c'était surtout des néo-ruraux retraités. Et deuxièmement, la MRC d'Arthabasca, qui, elle, voyait plutôt des jeunes et des adultes. Et les deux avaient des caractéristiques socio-économiques différentes. Je voulais un peu voir comment pouvait se traduire la réalité de la néo-ruralité de façon différente. Alors, j'ai interrogé 4 groupes d'acteurs parce que je voulais voir leur interaction. J'étais un peu agacée de la littérature internationale qui regardait souvent le néo-rural en vase clos, puis je voulais voir comment ils interagissaient avec les autres. J'ai donc interrogé des néo-ruraux, j'ai interrogé des élus municipaux et des dirigeants d'organismes que je nomme par commodité dans la présentation décideurs. Puis j'ai aussi interrogé des ruraux de longue date. Puis sans rentrer dans les débats de définition, disons que pour moi, les néo-ruraux, c'est les gens qui ont quitté la ville pour la campagne et qui se sont installés de façon permanente comparativement aux villégiateurs saisonniers que je n'ai pas étudiés. Et les ruraux de longue date, ce sont ceux qui sont nés à la campagne ou qui y vivent depuis plus de 20 ans. Alors, je leur ai posé la même question, puis ça a été très intéressant parce que j'ai pu voir les convergences, les divergences. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est leur vision sur les enjeux principaux, présents et des 5 prochaines années, et les interactions qu'ils avaient entre eux. Je vais vous dire que le tableau que j'ai eu de mes résultats était, ça c'est la carte, oui, la carte des deux territoires. Et le tableau que j'ai eu, je vous le présente là, mais on ne rentrera pas dans le détail, était beaucoup plus complexe que la première diapositive que je vous ai montrée, où c'était uniquement des relations de conflit. Et j'ai eu des résultats inattendus qui est la colonne du milieu. Alors, très rapidement, les rapports vous avez 3 types d'interrelations. Des rapports de collaboration, par exemple, tout le monde était d'accord d'essayer de contrer le vieillissement de la population dans ces 2 MRC en faisant venir des jeunes familles. Les interactions de conflits pour les enjeux politiques, environnementaux, enjeux agricoles, on n'est pas surpris non plus. Mais par contre, j'ai eu des résultats sur des interactions qui étaient mitigées, qui pouvaient osciller entre la collaboration et le conflit. Je vous donne un exemple très bref au sujet des enjeux sociaux et culturels. Tout le monde voulait collaborer, tout le monde collaborait.
pour le maintien et l'expansion d'activités, que ce soit pour des jeunes ou que ce soit des services pour personnes âgées. Mais par contre, cette collaboration initiale pouvait basculer dans des relations de conflit lorsque des décideurs et les élus étaient réticents à financer des activités sociales ou culturelles et priorisaient plutôt les activités économiques. Alors, que conclure de ce tableau sur la cohabitation entre néo-ruraux et décideurs? Dans le fond, 3 éléments principaux, et c'est l'essentiel de mon message aujourd'hui. D'abord, c'est un portrait beaucoup plus nuancé que ce qu'on a vu au tout début et finalement, loin d'être figé dans le béton. Deuxièmement, il n'y a pas un seul modèle unique et constant dans tout le Québec. Ce que je vous ai présenté là, c'est le tableau des interactions dans 2 MRC. La réalité peut être différente dans vos MRC et c'est à vous de trouver la configuration et de transposer. Finalement, j'ai fait mes devoirs, je suis retournée dans les entrevues, je me suis rendu compte que certaines attitudes et façons de faire se dégageaient qui soit favorisaient le mieux vivre ensemble pour en venir au thème du colloque ou entravaient. Et on peut regrouper en 3 groupes ces attitudes, à savoir l'ouverture, la transparence et la compréhension des caractéristiques du milieu rural. Je ne sais pas si j'ai le temps de les détailler. Combien de temps, Marie? Il vous reste 2 minutes. 2 minutes. Alors, à chacune, de toute façon, le PowerPoint va être disponible dans les actes du colloque, mais sachez qu'à chacune de ces attitudes-là correspond à l'opposé d'autres attitudes qui, elles, plutôt entraînent la fermeture, l'exclusion et entraînent des tensions. Je pense, entre autres, à ce que les répondants m'ont dit, la rigidité en lien avec les jeunes, le fossé intergénérationnel, où les jeunes ne se sentent pas bienvenus dans les instances. Ça peut être des attitudes de favoritisme. Et le dernier point, la compréhension des contraintes du milieu rural par rapport à des attitudes qui, elles, fait appel à des réflexes urbains où on ne comprend pas et on n'est pas sensible à ces caractéristiques-là. Dans la dernière diapositive, je vous ai mis un lien vers un site français où vous allez trouver des outils justement pour contrer cette méconnaissance du milieu rural. Alors, en guise de conclusion, pour terminer, j'aimerais insister sur 6 conditions pour le mieux vivre ensemble. La première, c'est de reconnaître, bien sûr, les mutations et l'hétérogénéité du milieu rural. On ne peut plus rester dans le statu quo. Les changements sont inévitables et ça dans tous les aspects de la société. La deuxième condition est de s'ouvrir à la différence et au compromis de part et d'autre pour une réelle gouvernance partagée. La troisième est de mobiliser tous les acteurs locaux et de se concerter. On a entendu beaucoup parler pendant les 2 jours de cette concertation. Parce que si on veut vivre ensemble, il faut d'abord apprendre à travailler ensemble. La quatrième est de mettre en place des politiques, des mesures, des activités pour occasionner des rencontres qui vont briser les préjugés. Ça n'a pas besoin d'être des activités très, très complexes. Je pense à une activité dans ma MRC où c'était des rencontres historiques, où les néo-ruraux, où les ruraux de longue date racontaient comment leur ancêtre avait créé un rang et ça a créé ensuite des occasions de rencontres entre les différentes populations et l'initiation de d'autres projets rassembleurs. La 5e condition, c'est de présenter un portrait qui est réaliste de la campagne, avec ses atouts, oui, mais pas cacher les contraintes, pour contrer un peu à la vision bucolique, idyllique que peuvent avoir les nouveaux résidents et qui entraîne des frustrations futures. Enfin, le dernier élément, c'est d'anticiper les effets d'embourgeoisement rural. Ce n'est pas toutes les municipalités qui sont aux prises avec ce phénomène, mais ce phénomène, par la hausse des prix du foncier, a un effet pervers d'exclusion, entre autres, des jeunes qui ont pu accès à la propriété ou à l'habitation, et ça crée énormément de tensions
et ça empêche le mieux vivre ensemble parce que les gens de la place se sentent dépossédés. Alors, anticipés par différentes mesures, comme les mesures des politiques résidentielles, des politiques familiales. Finalement, dans la dernière diapositive, je vous indique le lien avec mon groupe de recherche où vous allez trouver plein d'articles pouvant vous être utiles. Je vous remercie.